bonjour mes amis. J'avais un camarade, de meilleur il n'en est pas. Dans la paix et dans la guerre, nous allions comme des frères, marchant de même pas. Mais une balle siffle, qui de nous sera frappé? Le voilà qui tombe à terre, il est là dans la poussière, mon cœur est déchiré. Ma main, il veut me prendre, mais je charge mon fusil. Adieu donc, adieu mon frère, dans le ciel et sur la terre, soyons toujours unis. Guillaume Faye, si tu nous entends, du paradis des chrétiens ou du Valhalla des guerriers, éclaire-nous de ton intelligence et de ta lumière. Guillaume Faye, c'est pas une conférence sur Guillaume Faye, et Guillaume Faye était aussi un personnage fantasque et un amuseur. Et donc, il y a quelque temps, de cela quelques mois, le site Samizdat, la Horde, a publié, après donc le trombinoscope du ce qui se fait de Must dans l'extrême droite, a publié un jeu des 7 familles. Et donc, dans ce jeu des 7 familles, il y a un certain nombre de personnes qui sont dans cette salle, et en particulier Christine Tassin, mon ami Roland Elie, et d'autres personnes de cet acabit. Et alors, à l'occasion de la... Et il y avait donc aussi Guillaume Faye. Alors que dans la catégorie, et alors c'est classé par famille, dans la catégorie des islamophobes, donc Guillaume Faye était la grand-mère. Sans considération de genre, évidemment. Et le grand-père, c'était moi-même, Richard Audier. Donc, je dois dire que ça m'a fait assez plaisir de me trouver donc à ce niveau quand même de popularité, de reconnaissance. Et alors le summum, c'est que la fille, enfin la mère, c'est-à-dire ma fille, puisque c'est le rang en dessous, c'était Christine Tassin. Alors là, j'ai trouvé quand même ça. J'ai trouvé quand même ça assez formidable. Et nos enfants, enfin mes petits-enfants et ces filles à elles, donc, c'était les brigandes, donc, que je veux faire applaudir ici. À plusieurs titres, d'abord parce qu'elles chantent bien, elles ont des références qui sont vraiment extraordinaires, elles font un combat militant sensationnel, et en plus, donc, elles figurent donc avec moi dans et avec Riposte laïque, Résistance républicaine et Vigilance halal de mon camarade Peretti qui se trouve au fond de la salle. Sachant qu'Alain de Peretti a eu le privilège donc d'être notre porte-drapeau hier au milieu de la manifestation des Gilets jaunes, donc sur les Champs-Élysées. Nous sommes donc avec les brigandes, avec Pierre, Christine et Alain. Vous savez que nous sommes dans le focalisé par Madame Muriel Rességuier, donc députée de la France Insoumise, dans le cadre de cette fameuse mission parlementaire donc, de lutte contre les groupuscules d'extrême droite. Enfin, ça sera une autre histoire et pour l'instant nous la menons tout à fait bien et je suis persuadé qu'on en reparlera. Donc, quelques réflexions. Alors, le thème, donc, c'était les Gilets jaunes de l'Occitanie, mais enfin, comme moi, l'Occitanie, je la porte à la semelle de mes chaussures. Je ne vais pas vous faire un panégyrique de tout ce qui s'est passé en Occitanie, mais de tout ce que nous avons fait, tout ce que nous avons fait. J'ai entendu un certain nombre de réflexions concernant les Gilets jaunes. Moi, je suis un des rares qui a porté le combat des Gilets jaunes avant la première manifestation donc, du 17 novembre.
Vous savez que pendant une dizaine de jours, une quinzaine de jours, il y a eu un tour de chauffe, il y a eu un certain nombre d'actions. Et donc depuis le début, alors que pas grand monde de chez nous ne croyait à cette opération, moi je les ai toujours défendus et je me suis retrouvé donc à la première manifestation du lycée. Alors j'ai entendu beaucoup de choses. Et j'ai entendu en particulier un certain nombre de choses démoralisantes. Par exemple, les gilets jaunes, ce n'est pas notre conception du monde, ça ne correspond pas tout à fait à ce que nous voulions. Oui, mais alors là, je veux dire, on ne peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre et la touffette de la crémière. On ne peut pas avoir en même temps de la fraîcheur et du contrôle. On ne peut pas avoir en même temps de la décentralisation et du pyramidal. On ne peut pas avoir de la démocratie directe et du caporalisme. On ne peut pas avoir de la spontanéité et de l'efficacité. Et si on n'avait pas eu la fraîcheur de la décentralisation, de la spontanéité, de la démocratie directe, aujourd'hui on n'aurait pas les gilets jaunes. Donc il faut prendre les gilets jaunes comme ils sont. Ce n'est pas un mouvement politique, c'est un mouvement de revendication sociale. J'en ai entendu d'autres, je quitte les ronds-points à cause de la France insoumise. Bah, c'est vrai que les mecs, là, ils nous font une bonne démonstration de militantisme, d'encadrement. Les gens de la France insoumise, ils sont bons. Je suis désolé, parce que, comme Pierre, ils ont emmagasiné une culture de ce genre de choses. Ils savent encadrer les manifestations, ils savent prendre la parole dans une salle. Moi, je suis obligé de dire que notre mouvance, je l'ai trouvée particulièrement timorée et absente au sein, en particulier, des assemblées générales. Si tant est que j'ai un certain nombre de camarades dans les villes moyennes d'Occitanie, je parle de Sète, on parle de Narbonne, etc., qui me disaient, mais Richard, il faut qu'on fasse quelque chose parce qu'on n'est pas capable de s'exprimer. Voilà ce qu'il faut dire. Donc il ne faut pas rejeter la faute sur les autres. Ce que j'ai entendu aussi, c'est les antifas qui plombent le mouvement. C'est vrai, on le dit depuis le début, les antifas, ils ont été lancés par le establishment, par Macron, par le gouvernement, par nous plomber. Hier, je l'ai très bien vu. Alors, je n'irai pas, comme Thomas, dire que les CRS ne les visaient pas avec les flashballs. Hier, il y a eu très peu de flashballs. Il y a eu 15 tirs, d'après le ministère de l'Intérieur, il y a eu 15 tirs de flashballs. Aucun blessé. Et c'est tant mieux. Mais ça, c'est pour ne pas détruire l'image de Macron, qui est attaqué dans le monde entier pour sa gestion absolument pitoyable de la révolte des Gilets jaunes. Ce que j'ai vu par contre hier, je vous en parlerai tout à l'heure, c'est qu'il n'y a eu aucune intervention de la police pour protéger les magasins. Je vais vous parler d'un magasin d'une marque que tout le monde connaît, de bijoux, qui s'appelle Bulgarie. Bon, j'étais à 5 mètres, je l'ai vu, hein. Il y avait 200 Black Blocs qui étaient en train de défoncer, parce qu'il y avait une protection en plus sur la vitrine de Bulgarie. Donc il y avait des tôles qui avaient été vissées sur des rondelles de bois. Cette protection a été arrachée, la vitrine a été cassée, la porte a été enfoncée, 50 Black Blocs sont rentrés à l'intérieur de Bulgarie. Il y a une rue qui descend à cet endroit, qui fait l'angle avec le magasin Bulgarie. Il y avait des gendarmes mobiles qui étaient à 80 mètres. Ça n'a pas bougé. Je n'ai pas vu. Alors vous savez quel a été le seul magasin qui a été protégé? Je vais vous le dire, c'est la Régie Renault, ou l'ex-Régie Renault, qui se trouve en bas à droite des Champs-Élysées. C'est le seul magasin qui a été protégé. Donc, effectivement, c'est là qu'on voit que vis-à-vis des antifas et des casseurs, il y avait vraiment une concordance,
Ce sont les idiots utiles du système, comme on le dit depuis des années. Ce sont les porte-flingues, les porte-valises du système. Il n'y a pas eu, dit-on aussi, de leader charismatique. Et oui, il n'y a pas eu de leader charismatique, et là je dois dire qu'on ne peut le regretter. Où est Pierre Poujade? J'ai entendu parler de Poujade tout à l'heure. En 4 mois, on n'a pas suggéré ou suscité un Pierre Poujade, on n'a pas suscité un Coluche, on n'a pas suscité, comme en Italie, un Pepe Grillo. Espérons qu'une figure, parce que vous savez, en France, rien ne marche s'il n'y a pas un leader charismatique. Tout le monde dit oui, mais l'armée va intervenir, la police, De Gaulle, Salan, j'ai toujours entendu ça. S'il n'y a pas un leader charismatique, le mouvement, alors si, il peut durer un an, hein, au rythme où ça va. Et ce que j'ai vu hier, moi je peux vous garantir que si c'est bien géré, et si les Gilets jaunes se décident à faire une manifestation par 15 jours, ou une manifestation par mois, à Noël prochain, on aura toujours 40 ou 50 000 personnes sur les Champs-Élysées. Hein? Voilà moi ce que je dis. On n'entend pas parler d'immigration. Oui, on n'entend pas parler d'immigration. Mais la faute à qui? Comme je crois que c'est Thomas qui le disait tout à l'heure, ben, il suffit qu'on en parle de l'immigration. Nous, on a un camarade sur un rond-point, un des principaux ronds-points de Toulouse, qui s'est fait virer par les gauchistes, il ne s'est pas dégonflé. Il est allé à la première assemblée générale des Antifa. 80 personnes, tout seul. Et il a dit, je vais vous parler de quelque chose qui ne va pas vous faire plaisir, c'est de l'immigration. Pas possible, non, interdit. Et ben, hop, tac. Et les mecs se lèvent, hein, une dizaine de mecs qui se lèvent pour lui casser la gueule. Oh, il y en a quand même quelques-uns qui ont dit, ça va faire mauvais effet, et ils l'auront conduit à la sortie. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, c'est que Jean-Michel est un militant exemplaire, il le sait, Pierre, c'est un collaborateur, un cadre de la Ligue du Midi, un collaborateur de Riposte Laïque. Il y a 15 jours, c'est-à-dire un mois après que s'est déroulée cette opération, il avait pris en main, ou il avait aidé à prendre en main, le rond-point de Muret, puisqu'il faut parler de Muret, le rond-point de Muret dans la banlieue de Toulouse. Ils sont maintenant systématiquement 100 ou 120 à tenir le rond-point. C'est le petit blanc de la France périphérique, et ce sont les gauchistes qui sont venus pour leur demander de pouvoir gentiment intervenir à leur assemblée générale. Donc là on a un exemple, si vous voulez, de prise en main des choses et de retournement d'une situation. On a réussi. On a réussi, par exemple, à Montpellier, sur un le rond-point mythique des Gilets jaunes, qui est le rond-point de Près d'Arène, à proximité de l'autoroute, on a réussi à tenir le rond-point uniquement avec des Gilets jaunes de la France périphérique et des membres de la Ligue du Midi. On a réussi pendant toute une après-midi à tenir un rond-point. On a réussi à organiser un cortège sur plusieurs kilomètres qui a été donc sur la place de la Comédie, etc. etc. Mais c'est vrai que c'est un gros boulot, c'est vrai qu'il faut faire attention, c'est vrai que dans la manifestation j'ai été pris à partie par un certain nombre de gauchistes, mais notre capacité, si vous voulez, à se défendre quand on est attaqué, a fait que j'ai pu continuer la manifestation, hein, et que je continue à me promener à Montpellier à visage découvert. Autre point qu'on a entendu, c'est la casse qui nous fait perdre la bataille de l'opinion publique. Oui, certes, quoique, j'ai entendu hier soir les sondages. Vous avez toujours 61% des Français qui soutiennent peu ou prou les Gilets jaunes. Vous en avez 22% qui les détestent complètement. On a vu les manifestations des foulards rouges.
22%, ce sont les macronistes, mais c'est un chiffre donc de soutien qui ne les touche pas. Et ça, je trouve quand même que c'est un bon point. Il faut le faire ressortir. Aujourd'hui, il faut le savoir, sur toutes les questions sociétales, y compris donc, ou sociales, y compris celles des Gilets jaunes, nous sommes majoritaires. Et comme j'ai entendu tout à l'heure, s'ils n'ont pas conscience en face de nous que nous sommes majoritaires, qu'ils organisent un référendum sur l'immigration. Ne vous inquiétez pas, ils ne le feront jamais. On assiste en fait à une France coupée en deux, mais pas moitié-moitié, avec un tiers que Macron, depuis la Noël, a réussi à coaguler. C'est la France, une France moisie, une France des rentiers, ce qu'on appelait une France des agioteurs, c'est-à-dire ceux qui jouent à la bourse. C'est le parti de la peur, c'est le parti des Versaillais, celui qui a voulu réprimer la Commune de Paris. Voilà quelle est la France de Macron. Mais ça fait encore, c'est mieux qu'un tiers de tiers. Donc nous sommes majoritaires, hein. Il faut continuer, il faut se renforcer. Sachez que Castaner essaye de nous faire passer l'idée que le mouvement des Gilets jaunes serait responsable de la baisse du produit intérieur brut français. Grosse rigolade, hein. Grosse rigolade. D'abord, il nous a dit que ça va faire baisser le PIB de 0,2%. Alors, on ne sait pas s'il parle, parce que ce n'est pas un grand économiste. Déjà, ce n'est pas un grand ministre de l'Intérieur, mais ce n'est pas un grand économiste. On ne sait pas si c'est par mois, si c'est à l'année, on ne sait pas du tout. Alors, puis après, il nous a dit non, c'est même pas 0,2, c'est 0,5%. Arrêtez. Je vais vous donner un chiffre, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'était sur France Info. 4250 entreprises en France ont fait appel à l'indemnité du chômage technique. Oh bon. A fait appel au chômage technique. Qu'est-ce que ça représente? Ça représente 0,1% des entreprises. Comment voulez-vous que 0,1% d'entreprises, surtout des petites entreprises, c'est pas l'industrie automobile qui se met en rideau à cause des gilets jaunes, c'est le commerçant qui a 10 employés sur les Champs-Élysées. Donc on est à un niveau de 0,001% qu'on arrête de nous bassiner. Alors bon, je vais raccourcir parce que donc mon ami Pierre me signale ça. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Regardez, je finis par l'Occitanie, parce que c'était ce que tu m'avais donc suggéré. On a commencé donc le 17 novembre. Le 17 novembre, c'était donc une mise en train. J'ai ce jour-là essayé d'aller rendre visite à tous les barrages sur lesquels on avait envoyé du monde. On était sur une quinzaine de barrages entre Bordeaux et Salon de Provence. Donc, là, on ne peut pas dire qu'on n'y était pas, hein, on y était parfaitement. Pour aller de chez moi, dans le Gard, à Villeneuve-les-Avignon, j'ai mis 3 heures. Regardez, j'ai mis 3 heures. Il y avait un barrage, tout sur l'autoroute, je parle. Il y avait un barrage tous les 25 km. Il y avait à Béziers, par exemple, je connais bien puisque c'est ma ville natale, il y avait 3 barrages sur Béziers avec plus de 1000 personnes. J'ai fait un petit calcul parce que j'aime bien, j'étais premier de la classe en mathématiques, et j'ai dit Béziers, bassin d'emploi, bassin de population, 100 000 habitants. 1000 personnes sur les barrages, ça fait 1%. Béziers n'étant pas la ville particulièrement, même si Ménard est le maire, mais qui n'était pas la ville la plus en pointe sur la question des gilets jaunes, j'ai dit si on ramène la population de la France à 1%, ça vous fait 670 000 personnes.
alors que le gouvernement nous annonçait 100 ou 200 000 personnes. Donc voilà, moi ce que je peux vous dire, c'est que le premier jour, le 17 novembre, il y avait 670 000 personnes qui étaient présentes sur les barrages, sur les manifestations, sur les ronds-points. Ça fait quand même du monde, quand on sait qu'à leur plus grand moment, les syndicats réunissent environ 300 000 personnes sur l'ensemble de la France. Je pense qu'on n'avait pas à rougir. Le 24 novembre, la semaine suivante, défilé des motards sur l'autoroute. Vous avez 500 motards qui croisent sur l'autoroute 2000 voitures. Et nous étions à la tête d'un des 2 défilés des voitures pour des gilets jaunes. Ça a été extrêmement intéressant. 1er décembre, premier accrochage avec les antifas. Voilà. Donc le gouvernement cherche absolument des relais, cherche absolument à casser le mouvement et il vous envoie donc les antifas. Les antifas, c'est une sale race. Ce sont des hyènes qui viennent pour... D'abord, ils sont payés, leurs dirigeants sont payés comme Bendit. Ce n'est pas un antifa d'aujourd'hui. Comme Bendit, je le connais très bien. Il m'a chassé de l'université de Nanterre en 1968. Donc je le connais. Qui c'est qui a financé le mouvement du 22 mars de Daniel Cohn-Bendit? C'est la CIA qui lui a amené les valises de billets. Ça, il faut le savoir. Et aujourd'hui, c'est exactement pareil. Ces gens-là se vautrent devant le grand capital. Ils sont les porteurs de valises du grand capital. En Occitanie, nous avons eu un barrage, un rond-point, un très grand rond-point, qui a été particulièrement emblématique. C'est le rond-point de Galargues, situé entre Montpellier, à proximité de Lunel, en petite Camargue, entre Montpellier et Nîmes. Ce barrage a tenu pendant 3 mois. Et nous avons été obligés, un soir, de chasser les racailles qui étaient venus pour essayer de grappiller ce qu'ils pouvaient grappiller. Je vous ai parlé donc tout à l'heure de Muret. Je vais revenir sur l'histoire du barrage de Galargues. Ça a été la première fraternisation entre la population des Gilets jaunes et la police. Je sais, nous l'avons filmé, et l'agence de réinformation de Languedoc Info a fait un carton avec 500 000 vues donc, sur ce barrage. Je connais très bien la personne qui a fait le film. Mais là, on a commis une grave erreur stratégique. Vous comprenez que si vous balancez des boules de pétanque sur la gueule des CRS ou des gendarmes mobiles, ils ne le prennent pas bien. Moi, j'avais dit simplement, il faut s'en faire des alliés, il ne faut pas s'en faire des ennemis. Il faut envoyer les femmes devant. Alors, je ne dis pas que c'est elles qui vont aller cartonner. Rappelez-vous cette image au moment de la guerre du Vietnam. Je conclue. Au moment de la guerre du Vietnam, l'image de cette jeune fille qui va porter une fleur à un membre de la garde nationale. Et bien ça, malheureusement, nous n'avons pas su le faire, mais ça, il faut le faire absolument. Chers amis, je conclurai simplement par une page de la revue Éléments, en vente dans toutes les bonnes librairies. Nous avons été incapables à Paris, alors ça, les Parisiens, je leur en veux beaucoup, nous avons été incapables à Paris de protéger la nouvelle librairie qui se trouve rue Médicis. C'est quand même un peu scandaleux qu'on n'ait pas eu une quinzaine de gros bras pour aller défendre la librairie. On a une librairie patriote, identitaire, nationale, populiste à Paris, il aurait fallu au moins la défendre. Donc ça, c'est pas la faute aux antifas, c'est pas la faute à la police, à Macron, etc. C'est notre faute à nous. Et donc il faut se lever le cul, mes amis. Il faut prendre les choses à main. Je voulais vous dire donc simplement, en conclusion, un article donc dans Éléments de mon ami Pascal Ménadier. Saint-Just était peut-être un peu expéditif lorsqu'il disait que ceux qui font les révolutions à moitié
ne font que se creuser un tombeau. Ce n'est pas leur propre sépulture que les Gilets jaunes ont commencé à creuser, mais bien celle du système qu'ils combattent et dont j'espère qu'ils finiront de venir à bout. Merci.